La vieillesse apporte la lucidité, la sagesse, la paix et la joie. La plupart des gens pensent qu'en arrivant à un certain âge, leurs facultés vont obligatoirement décliner. Non seulement ils perdront leurs dents, leurs cheveux, ainsi que l'usage de leurs jambes, de leurs bras, de leurs yeux et de leurs oreilles, mais ils perdront aussi la mémoire et même la raison. Et tout le monde trouve ça normal. Et non, ce n'est pas normal. En tout cas, pour les initiés, la vieillesse est la meilleure période de la vie, car des années de recherche et d'expérience leur ont non seulement apporté la santé, mais aussi la lucidité, la sagesse et la paix, et aussi la joie, et tous viennent s'instruire auprès d'eux. Même les enfants sont attirés et les aiment. Si l'opinion contraire circule de par le monde, c'est que pour la majorité, en effet, la vieillesse est une très mauvaise période à cause de la façon dont ils ont vécu dans leur jeunesse. S'ils ont passé leur jeunesse à gâcher leurs énergies dans les folies et les stupidités, que peuvent-ils attendre de la vieillesse? Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur le réseau international de Golf TV Africa et une soixantaine de minutes sur le réseau local. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Vous en connaissez le principe, vous en connaissez le rituel, vous en connaissez la tradition. C'est tous les jeudis comme cela. Et nous aurons dans moins d'une soixantaine de minutes à établir sur le réseau local de Golf TV Africa la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Ce sera pour le Washington Forum. Le Washington Forum, c'est un magazine d'information réalisé avec beaucoup d'intelligence et de professionnalisme par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Prenez donc le rendez-vous. Mais quant à vous qui nous recevez sur le réseau international et sur l'ensemble du reste de nos réseaux, mesdames, messieurs, vous aurez droit à vos 90 minutes habituelles. Mais avant ceci, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale ce soir sur Golf TV Africa. José Tonato sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Une visite pour aller constater le niveau d'avancement des travaux. Le compte rendu dans ce reportage. Réflexion sur l'électrification hors réseau au Bénin. C'est la thématique au cœur de la première édition de la rentrée de l'énergie. Le top a été donné par le ministre Dona Jean-Claude Oussou. Les dernières performances des écureuils du Bénin font réagir dans le septentrion. L'arrivée de Stéphane Sessegnon, les matchs soldés par des échecs depuis un moment. Golf TV Africa a tendu son micro à quelques compatriotes. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'information pour vous informer.
José Didier Tonato, aujourd'hui sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée générale effectuée par l'autorité pour constater le niveau d'avancement des travaux de certains chantiers inscrits au programme d'action du gouvernement. Le compte rendu dans ce reportage. La fine pluie qui s'est abattue sur Cotonou et Porto Novo dans la matinée de ce mercredi 28 septembre n'a pas émoussé les ardeurs du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. L'autorité ministérielle a visité plusieurs chantiers, dont le nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Après une séance de travail avec l'entreprise en charge des travaux, José Tonato, accompagné du représentant de la société immobilière d'aménagement urbain Simo, maître d'ouvrage du chantier, et Kéré Architecture, le maître d'œuvre, a visité tous les compartiments du chantier dont le niveau d'exécution est satisfaisant. Vous savez très bien que c'est un chantier emblématique. C'est une structure architecturale relativement complexe et donc qui demande des modes de mise en œuvre maîtrisés, pas simples. Je suis là aujourd'hui avec la CIMO, qui est le maître d'ouvrage délégué, mais je suis également là avec le maître d'œuvre, Kéré Architecture, et une mission DET, ce qu'on appelle DET, c'est la direction d'exécution des travaux, qui nous garantit la qualité d'exécution telle que l'architecte l'a conçue, simplement parce que nous avons dû, compte tenu des difficultés de l'entreprise, des faiblesses que nous avons décelées, dû réorganiser le management du chantier. Aujourd'hui, nous avons une mission DET à bord et tout le monde est remobilisé. Et je constate, comme vous l'avez dit avec beaucoup de plaisir, que les choses ont repris. Le chantier est maîtrisé. Le rythme que je vois là, c'est vrai, nous sommes encore à 25%. Mais la trajectoire permet de dire que nous allons atterrir dans de bonnes conditions. José Tonato rassure par ailleurs la population béninoise en général et les députés en particulier que le chantier est maîtrisé en dépit du retard observé. Je voudrais rassurer non seulement la représentation nationale, mais également le peuple béninois, surtout le peuple de Porto Novo, que nous n'aurons pas un deuxième éléphant blanc dans le cadre de l'Assemblée nationale. Ça a bien démarré maintenant. Nous sortons de terre, donc des infrastructures. Et tout ce que nous avons vu, notamment jusqu'à la validation de la structure en béton teinté, nous rassure que maintenant, on est sur la bonne voie. C'est ce que je suis venu constater. J'avais déjà eu des rapports, mais je voulais constater par moi-même pour être en mesure de faire un rapport au chef de l'État dans ce sens. Parce qu'il suit ça de près. Et nous voulons maîtriser le retard qui est déjà constaté, mais terminer dans de très bonnes conditions. Après cette étape, la délégation a mis le cap sur Arouanouzou à Alada, où s'érige la nouvelle caserne militaire pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Les prix des produits de première nécessité connaîtront-ils désormais une hausse à clouer au pilori tous les Béninois? Non, répond le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Inkati, qui rejette ces informations au registre des rumeurs. Ces informations, dit M. Inkati, n'engagent pas les disciples de Saint Mathieu qui s'efforcent à œuvrer quotidiennement pour la compétitivité de l'économie béninoise. Suivez. Je voudrais vous dire que nous sommes une douane responsable. Nous sommes des partenaires. Nous ne pouvons rien faire désormais sans vous consulter. Donc, je peux vous dire qu'à partir du 1er octobre 2022, ce qui est dit ne sera pas. D'ailleurs, la douane n'a pas le pouvoir d'augmenter les prix sur le marché. Et nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que les droits que vous avez l'habitude de payer sur les produits que vous importez, nous n'avons pas prévu à partir du 1er octobre que ces droits-là changent. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous avons pris des engagements au plan international. Vous savez aussi que la détermination des valeurs en matière douanière répond à des normes au plan international.
notre pays s'est engagé pour appliquer ces normes-là. Par le passé, tenant compte de la conjoncture, un certain nombre de choses, nous avons adopté des méthodes. Et nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers, ça ne sera pas fait au détriment de la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement. On ne peut pas, du jour au lendemain, décréter une augmentation de prix. Donc, ce ne sera pas le cas. Nous n'avons pas décidé de le faire, nous ne le ferons pas. Si nous devons changer dans cette approche, il y a 2 conditions pour que nous le fassions. La conjoncture va le permettre et nous en aurions discuté avec vous. Si nous ne faisons pas, si ces 2 conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, décréter une augmentation de prix ou une augmentation des droits. Réflexion sur l'électrification en réseau au Bénin. La thématique est au cœur de la première édition de la rentrée de l'énergie. Le top a été donné ce jour par le ministre de tutelle Jean-Claude Ona-Oussou. Golf TV Africa était aussi de la partie. Rachidat Ourou, Flavien Zohan. La rentrée du secteur de l'énergie se poursuit à Cotonou au Bénin. Ce jeudi, le ministre Dona Jean-Claude Oussou a lancé les travaux de réflexion sur l'électrification en réseau dans le pays. Il s'agit d'un cadre qui permettra d'échanger sur plusieurs thématiques relatives, entre autres, à la professionnalisation dans le sous-secteur de l'électrification hors réseau, à la qualité des équipements et des installations réalisées pour assurer la pérennisation de l'accès à l'électricité par les systèmes hors réseau et la sécurité électrique liée à l'accès à l'électricité par les systèmes d'électrification hors réseau. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui ici pour apprécier l'évolution sur le plan politique de la gouvernance de ce sous-secteur et de la réglementation de l'électrification hors réseau en identifiant les réformes et nouveaux goulots d'étranglement constatés dans le cadre de la mise en œuvre du cadre politique et réglementaire de l'électrification hors réseau. Deuxièmement, identifier les succès et les difficultés rencontrées par les différents acteurs. Les secteurs publics, mais particulièrement le secteur privé, en qui je fais beaucoup confiance pour accélérer le développement de l'électrification hors réseau dans notre pays, mais également et surtout les partenaires techniques au développement dans leur accompagnement au quotidien, que je veux toujours plus, car des impacts que ça apportera à nos populations sortiront le cadre de l'amélioration effective de leur niveau de vie. L'initiative vise à accroître l'accès des ménages, entreprises et institutions publiques comme privées à l'électricité en utilisant une technologie moderne et autonome. Elle est saluée par les partenaires techniques et financiers qui se disent toujours prêts à accompagner les efforts du Bénin dans l'élargissement de l'accès à l'électricité en réseau. Pour l'Allemagne, pour la coopération allemande, la transition juste, les énergies renouvelables, c'est une priorité politique et on voit l'importance de ce secteur chaque fois dans nos jours avec la guerre contre l'Ukraine. On voit toujours, on se pose les questions en Allemagne également, comment on peut réussir d'avoir de développer chaque fois plus les énergies renouvelables. Donc c'est un sujet très important et chaque fois plus important, je pense. Donc la coopération allemande est là. Je pense que le contexte de cet atelier d'aujourd'hui parlait précisément de cette besoin. Comment amener l'énergie électrique à toute la population qui n'a pas accès au réseau national. Et il faut coordonner le travail de toutes les institutions, de toutes les structures qui travaillent déjà dans ce domaine pour avoir plus d'efficacité dans les résultats et pour assurer que toute la population aura la chance d'avoir accès à l'énergie, aussi si ils sont dans les zones les plus reculées du pays.
À noter que la veille du lancement de cet atelier, le ministre présidait la cérémonie de clôture officielle des activités des 8 femmes ingénieurs en énergie renouvelable, bénéficiaires du programme Renforcement de capacité des femmes énergéticiennes. La rentrée du secteur de l'énergie se poursuit jusqu'au vendredi. Et parlant de ces femmes énergéticiennes, elles ont suivi des séances de renforcement de capacité et se trouvent désormais aptes à exercer dans le secteur des énergies renouvelables. Elles sont au total 8 à bénéficier de cette formation de 14 mois grâce à un financement de plus de 108 millions de francs CFA. Désormais, elles peuvent être soulagées d'avoir un travail sûr dans les différentes directions ou structures du ministère de l'Énergie. C'est Jean-Claude Donaoussou, le ministre de tutelle, qui a présidé la cérémonie de fin de formation. Suivez. Elles sont au nombre de 8 à avoir bénéficié de cette formation. Des femmes ingénieurs en énergie renouvelable ont en effet suivi 14 mois de formation grâce à leur ministère de tutelle. C'est en novembre 2020 que le ministère a bénéficié d'un financement du fonds dédié aux petits projets de la GIZ à travers le projet Énergie verte pour les citoyens. De montant de 108 79 202 francs CFA, le projet est mis en œuvre par la cellule genre et développement du ministère et vise à réduire l'inégalité du genre. Nous avons bénéficié des sessions en renforcement de capacité sur des thématiques clés et d'actualité, sur les plans techniques et professionnels, organisés d'une part par la GIZ Bénin et d'autre part par la cellule genre et développement du ministère de l'Énergie. Parallèlement, nous avons effectué des visites techniques de plusieurs unités de production d'électricité, notamment la centrale hydroélectrique de Nangweto, la centrale solaire de Défisol à Ilulofin. Nous remercions l'être suprême, Dieu Tout-Puissant, qui nous a prêté vie et santé jusqu'au terme de ce projet. Nous tenons à adresser particulièrement toute notre gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie, pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille durant tout notre parcours jusqu'à notre insertion professionnelle dans les structures du ministère de l'Énergie. C'est un pari gagné pour tout le Bénin, des femmes techniciennes en énergie entièrement outillées. Véronique Toyin-Fondé, ministre des Affaires sociales, et son collègue du ministère de l'Énergie, dont Jean-Claude Oussou, en sont heureux. Aujourd'hui, nous célébrons 8 femmes compétentes dans le secteur de l'énergie renouvelable, lequel est vital pour le développement de notre pays. Ces femmes placées en formation dans le cadre de ce programme ont pu, durant ce parcours, développer des attitudes, des aptitudes à contribuer à la compétitivité et à la rentabilité du secteur de l'énergie au Bénin, au même titre que les hommes. Je voudrais une fois encore remercier le ministre de l'Énergie pour avoir pris cette initiative louable visant la promotion de l'excellence féminine dans les domaines de la science et de la technologie. Je peux vous annoncer publiquement que durant le séjour des 8 femmes, leurs capacités techniques, leurs compétences, conduites professionnelles ont été effectivement renforcées. J'en ai pour preuve la confiance que les différents responsables des différentes structures dans lesquelles elles sont passées leur ont faite en leur confiant des responsabilités. Aujourd'hui, c'est des gens qui pilotent aujourd'hui la centrale solaire d'Ilulofin. C'est ceux qui auront la responsabilité, notamment au niveau de l'ABERM, dans le cadre du développement de l'électrification rurale, mais aussi de la maîtrise de l'énergie. Une d'entre elles disait tout à l'heure qu'elle était auprès de la direction de la maîtrise de l'énergie. Mais c'est également pour vous le vivier pour mieux vous exprimer, pour aller encore plus loin dans la réalisation de vos projets. Le projet est financé par la coopération allemande à hauteur de 80%. Elle est heureuse d'avoir atteint l'objectif. Et 14 mois qui ont meublé votre insertion professionnelle dans les structures sous tutelle du ministère de l'Énergie ont permis non seulement de densifier votre compétence professionnelle, mais aussi de faire
preuve de savoir-faire et de savoir-être au sein des différentes structures d'accueil. Votre contribution au dimensionnement de la centrale solaire d'Efisol de Pobé, d'une part, et votre implication dans des activités techniques de la centrale solaire de Maria Gleta sont des exemples palpables. L'impact des activités ne sont pas restés seulement à Cotonou. À travers les séances de sensibilisation aux écoles et collèges, vous avez pu marquer et impressionner des jeunes filles sur le territoire national. Et je crois, je peux dire aussi l'allocution de la représentante de votre groupe nous a tous et toutes impressionnés aussi ici. Vous toutes êtes des modèles à suivre. Ces femmes n'ont pas fait que suivre la formation. Sur le terrain, elles ont déjà préparé d'autres jeunes filles à choisir leur filière. Bonne nouvelle pour ces 8 bénéficiaires, les contrats de travail leur sont déjà garantis. C'est parti depuis ce matin avec la première foire organisée par la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le renforcement en Afrique. C'est en partenariat avec le gouvernement béninois au profit des bénéficiaires du programme. C'est au travers du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Le point avec Aristide Kanossou et Paul Sagbadjou. C'est une foire qui s'ouvre sur les produits des bénéficiaires du programme de partenariat issu de la collaboration entre le gouvernement du Bénin et l'USADF, entendez Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique. Placée sous la coupole du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, accompagné de sa collègue de l'Industrie et du Commerce, cette foire a vu la participation de plusieurs acteurs économiques venus de divers horizons. Cette foire qui va durer jusqu'au 1er octobre 2022, mois du consommation local portera sur des expositions déclinant la richesse et la diversité de l'économie béninoise. Elle permettra de mettre à l'honneur le Made in Benin avec la participation et l'appui de Label Bénin. Mesdames et messieurs, à travers cette foire réservée, consacrée beaucoup plus au B2B, appelé en français affaires ou affaires aux détaillants, nous offrons un outil à part entière à nos entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing pour prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients. À cette foire du cru béninois, les forains ont eu droit à un rappel des enjeux par le gouvernement du Bénin. J'ai l'agréable devoir de vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à cette foire des produits du cru béninois. Les forains sont essentiellement des bénéficiaires des subventions du partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin. Hasard du calendrier, dans 2 jours, le Bénin va entamer la 3e édition du mois du consommation local, c'est-à-dire du 1er octobre prochain et ce tout le mois d'octobre durant. Une initiative pour promouvoir le Made in Bénin, instaurée depuis quelques années. Le mois est consacré à la valorisation et à la mobilisation de tous pour la consommation des produits fabriqués au Bénin par nos micro, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises aussi. La survie et la compétitivité de ces entreprises, actrices majeures de la croissance économique, demeure une priorité pour le gouvernement du Bénin. Cela se traduit bien évidemment par les nombreux programmes et projets initiés et mis en œuvre. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place le partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement.
dont l'objectif est d'assurer le développement des petites et moyennes entreprises et des groupements, la compétitivité et la rentabilité des organisations et unités de production et de transformation béninoises et la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des coopératives de producteurs agricoles afin d'élargir les bases économiques du Bénin et d'assurer une croissance économique durable. Je salue cette initiative qui est donc une preuve non seulement des bonnes relations entre nos deux États, mais surtout de la confiance que mettent donc les États-Unis dans les produits issus de notre transformation des produits locaux. Il faut rappeler que c'est ce jeudi 29 septembre 2022 que cette première foire des produits agricoles des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USADF, entendez Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique en collaboration avec le gouvernement du Bénin, s'est ouverte. Les dernières performances des écuries du Bénin font réagir les acteurs du football du Septentrion. Bien que Stéphane Sesseyon est revenu dans une équipe nationale, les derniers matchs des écuries du Bénin se sont soldés qu'avec des échecs. Le retour de Sesseyon est-il finalement un avantage pour le 11 national? Les dernières performances pourront-elles permettre à l'équipe nationale d'espérer une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations? Quelques acteurs du football du Septentrion en parlent. Ça dépend du travail qui se fait. Et ce travail, je crois que c'est au niveau vraiment des locaux et c'est dès le bas âge. C'est-à-dire quand on revient vers la Ligue 1 dans nos villes, différentes villes. Il faut vraiment que l'État arrive à sortir des gens qui sont capables. Certes, il y a un bon moment, on n'a pas vu Stéphane Sesseyon depuis 2019, je crois. Je ne vais pas reprocher la touche de coach parce que vous allez remarquer également de nouvelles têtes comme le gardien des buts de Borgou et Obassa et également celui de l'AS Cotonou, AS Cotonou je crois, qui aussi fait partie de cette liste-là. Et dans son élan, je vois le coach en train de chercher un peu à s'équilibrer et je lui trouve parfaitement raison. Je dis bien, je lui trouve parfaitement raison parce que depuis que Duché a dû mettre de côté Stéphane Sesseyon, ça a apporté quoi à l'équipe? On a besoin d'un joueur à ce niveau-là qu'on n'en a pas encore. Et c'est pourquoi je relance toujours la balle à nos dirigeants et au ministre des Sports qu'il faut vraiment un travail sincère au niveau de la base pour qu'on puisse avoir les éléments qu'il faut là où il faut. Il ne faut pas qu'on cherche ce qu'on n'a pas. Actuellement au Bénin, il y a des joueurs qui peuvent faire le boulot, mais ils n'ont pas la chance d'être à la lumière de tous. Ils ne sont pas encore reconnus. La sélection, comment est-ce que le football est traité à la base? Comment est-ce que les présidents de clubs sont traités à la base pour pouvoir subvenir aux besoins de ces talents-là, pour que nous puissions les découvrir? Parce qu'il faut que ces joueurs-là soient bien encadrés pour qu'ils puissent montrer le talent dont ils sont capables. Et là, nous allons trouver ce qu'il nous faut. Actuellement, nous n'avons pas le choix. Si on le rappelle, c'est parce qu'il n'y a personne qui peut faire mieux actuellement que Sesseyon. Voilà ce que moi je pense. Qu'on le veuille ou pas, Sesseyon ne peut pas tenir pendant 5 ans. C'est ça, il ne peut plus tenir pendant 5 ans. Bon, mais il semble avoir quand même montré, pour ce match-là, il faisait partie de ceux qui étaient au-dessus. Donc, mais ça, ce n'est pas pour la durée, c'est clair. Et là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour travailler. Vous voyez, après 2 journées catastrophiques, on va encore, n'est-ce pas, baisser les Chines devant, n'est-ce pas, les Mauritanie. C'est de Stéphane Sesseyon qu'il faut parler. C'est pas seul. Le gardien, on a un problème au niveau des gardiens, pour le danger,
puisque le principe, c'est que si on n'a pas le temps de jeu, je crois que c'est ça qui a amené les entraîneurs du Sud d'abord et son intérimaire aujourd'hui, Moussa Latonji, à ne pas convoquer ces séances parce qu'il ne jouait pas. Donc c'est vrai qu'à l'abri, au moins lui est dans un club, bon, il s'entraîne. Les entraînements, c'est pas la même chose que les matchs. Mais jusque-là, le Bénin continue à lui faire confiance. Et là, la dernière fois, il a montré qu'il faut qu'on tente autre chose. Et quand je vois les écureuils dans les matchs amicaux ne pas trouver les repères, ne pas se retrouver sur le terrain, ne pas être en forme, moi je pense que c'est bien. Parce qu'ils s'y prennent toujours quand il s'agit du réel. Quand ils font contact, ils arrivent à corriger ces erreurs. Si les écureuils gagnent leurs matchs amicaux, je ne serais pas content. Parce qu'ils vont penser que tout va bien, alors que ça ne va pas. Là, maintenant, ils vont penser à mettre vraiment les bouchées doubles. Là où il faut mettre de trucs, ils vont essayer d'encadrer cela afin d'apporter un meilleur résultat. Parce que c'est l'échec qui va leur permettre de voir là où ça ne va pas pour pouvoir mieux corriger. Et sans cela, je reconnais les écureuils. Je sais que nous serons qualifiés par la grâce de Dieu, puisque le rêve est permis. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Le prochain match, il faut tenter autre chose. Malheureusement, on n'a pas convoqué. Avec ce qui s'est passé le samedi, même ce qui s'est passé déjà contre le Mozambique, ici, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça, là, déjà, le match qu'on a joué, après le Sénégal, à l'extérieur, on a dit, bon, on est tombé sur un groupe c'est la meilleure équipe de l'Afrique. C'est normal. Et elle est sur 16 installations. On a pu marquer un but, on avait espoir. Mais ce que le Mozambique veut nous montrer, Mozambique qu'on a considéré comme l'équipe la plus faible de la poule. Attention, hein. Ça là, ça nous amène à réfléchir. Autrement, je me demande, parce que ce match-là, on aurait pu le perdre lourdement. Hein. Et je ne nous vois pas en train de réagir. En bref, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a effectué ce mercredi 28 septembre une visite sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Cette visite, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre d'une tournée générale effectuée pour constater le niveau d'avancement de certains chantiers inscrits au programme d'action du gouvernement. Les prix des produits de première nécessité vont-ils connaître bientôt une hausse vertigineuse à clouer au pilori tous les Béninois? Non, répond le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Nkati, qui rejette ces informations au registre de simples rumeurs. Ces informations, dixit M. Nkati, n'engagent pas les disciples de Saint-Mathieu qui s'efforcent à œuvrer au quotidien pour la compétitivité de l'économie béninoise. Réflexion sur l'électrification hors réseau. C'est la thématique au cœur depuis ce matin à Cotonou de la première édition de la rentrée de l'énergie. Le top des travaux a été donné par le ministre Jean-Claude Oussou en charge du département de l'énergie. Elles sont 8. Elles ont suivi des séances de renforcement de capacité. Elles se trouvent aujourd'hui plus aptes à même d'exercer dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables. Elles sont 8 femmes au total à bénéficier de cette formation qui aura duré au total 14 mois grâce à un financement de plus de 108 millions. Désormais, elles peuvent être soulagées d'avoir un travail sûr dans différentes directions ou structures sous tutelle du ministère de l'Énergie. C'est le ministre Jean-Claude Oussou de l'Énergie qui a présidé la cérémonie de fin de formation. C'est parti depuis ce matin à Cotonou avec la première foire organisée par la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique. C'est en collaboration avec le gouvernement du Bénin au profit des bénéficiaires du programme de partenariat. C'est au travers du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Et puis, mesdames, messieurs, vous avez pu suivre quelques compatriotes du Septentrion férus du football. Ils ont parlé des dernières performances des écureuils
et qui, bien entendu, bien que Stéphane Sesseyon soit revenu dans l'équipe nationale, les derniers matchs des écureuils se sont soldés rien que par des échecs. Le retour de Stéphane Sesseyon aura-t-il finalement un avantage pour le 11 national? Ces performances, des performances des écureuils pourront-ils permettre à l'équipe d'espérer une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique et des Nations? Mesdames, Messieurs, vous avez pu écouter quelques compatriotes à cet effet. Mais voici tout de suite le sommaire de l'actualité internationale ce soir au siège de l'information. Tunisie, plus de 200 policiers ont manifesté. Et mesdames, messieurs, vous avez pu suivre la réaction du Premier ministre Abdoulaye Maïga suite à la décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui condamne le Mali et la Guinée. Après la victoire du oui lors du référendum d'adhésion à la Russie organisé dans 4 régions, Donetsk, Zaporizhia, Lugansk et Kherson, les autorités locales ont demandé leur adhésion à la Fédération de Russie. Et puis, référendum d'adhésion à la Russie, le oui l'emporte largement. Nous en parlons au cours de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à cette seconde partie de la messe de l'information. L'actualité hors de nos frontières. Nous allons d'abord nous rendre au Mali. En réponse au communiqué final de la session new-yorkaise de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le gouvernement malien a réagi. Par la voix de son Premier ministre par intérim, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, le Mali apporte son soutien ferme et sans condition au gouvernement guinéen, se désolidarisant ainsi des décisions de la CEDEAO. Le Mali prendra des dispositions utiles pour annihiler les conséquences de ces décisions sur les autorités et les populations guinéennes. Suivez ici un extrait de ce communiqué. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 39 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 22 septembre 2022 à New York sur la situation au Mali et en Guinée. Concernant la République de Guinée, le gouvernement de la transition a été outré par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui impactent négativement la vie des populations guinéennes. Compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition décide 1. Se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. 2. Adopter, si nécessaire, des mesures pour assister la République de Guinée afin d'annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles contre le peuple et les autorités de la Guinée. Le gouvernement de la transition souligne que l'objectif de la CEDEAO est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'adopter des sanctions contre-productives les affectant. En outre, il convient de noter que les transitions politiques ne résultent que de la mauvaise gouvernance. En conséquence, les autorités de la transition méritent d'être accompagnées par la CEDEAO pour mener des réformes politiques et institutionnelles qui contribueraient à renforcer la bonne gouvernance et la stabilité.
Le gouvernement de la transition exprime sa solidarité indéfectible et son ferme soutien au peuple frère et au gouvernement de la République de Guinée dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen à travers des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à un retour apaisé, crédible et sécurisé à un ordre constitutionnel normal. Le gouvernement de la transition reste ouvert dans le respect mutuel et dans le cadre du panafricanisme à toutes les initiatives sincères de recherche de solutions aux défis relatifs à la stabilité, à la paix et à la sécurité de notre sous-région. Que Dieu bénisse le Mali et la Guinée, qu'il préserve les Maliens et les Guinéens. Fait à Bamako le 28 septembre 2022. Voilà, le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga. Toujours le Premier ministre du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes. Il a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après son séjour à New York, où il a représenté brillamment le Mali et l'Afrique à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Suivez. Je voudrais avant tout remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant. Évidemment, remercier également son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Et remercier également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Et le sentiment personnel est que je pense qu'il s'agit de trop d'honneur pour notre modeste personne. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre tâche au service du peuple. Évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. Concernant la mission elle-même et le contexte de la mission, on se souvient que depuis l'année dernière jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de sanctions, en plus d'être inédites, totalement illégales, illégitimes et inhumaines, contre un peuple qui fait déjà face à une situation sécuritaire très complexe. Et ça, il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale, que le Mali a été injustement sanctionné. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, c'est, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Et forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne verrez pas un seul communiqué
de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas, c'est des principes élémentaires des relations internationales. Donc on ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Mais ceci dit, nous sommes ouverts à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis, ils seront toujours les bienvenus, à condition que les trois principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe, ce n'est pas le travail du Premier ministre par intérim tous ceux, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que tous nos collaborateurs se sont bien impliqués pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain, mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale, et il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main. Le Premier ministre du gouvernement panafricain du Mali, l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et 10 autres co-accusés ont comparu pour la première fois afin de répondre du massacre perpétré le 28 septembre 2009 à Conakry. Les parents des victimes et les survivants ont attendu ce moment pendant 13 ans. On fait le point. Sur ces images, retransmises par les télévisions locales, on voit bien l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara et ses anciens collaborateurs. Le procès du 28 septembre a bel et bien démarré cet après-midi à Conakry. Il a été précédé d'une cérémonie d'ouverture marquée par des allocutions. But underlying Guinean solutions to Guinean problems are the best option available. Mais cela aussi souligne que c'est une solution guinéenne au problème guinéen. C'est ça la meilleure solution. You yourselves are planting the tree of justice in Guinea afresh. Vous êtes en train de planter vous-même le fruit de la justice en Guinée. Le procès s'ouvre 13 ans après les exactions sur les manifestants civils au stade de Conakry. Les autorités judiciaires rassurent. Ce sera un véritable procès où les droits sacrés à la défense, la présomption d'innocence vont être respectés, où les débats vont être axés sur des faits de droit, où les débats vont être, si vous voulez, un moyen de mettre toutes les parties sur le même pied d'égalité, pour que désormais notre pays, plus que jamais, puisse se dire fier de sa justice. Pour les victimes, c'est un moment d'espoir. Nous voulons d'abord la vérité. Avec la justice, quand on a la vérité, on va comprendre la suite. Et après cela, on aimerait avoir une reconnaissance au niveau national. Après lecture de l'ordonnance de renvoi, les accusés ont été appelés à la barre pour vérification d'identité. Les avocats des parties civiles et ceux de la défense ont demandé renvoi des audiences pour permettre à chaque partie de mieux se préparer. L'ancien chef de la junte et ses co-accusés reviendront le 4 octobre prochain. Le coup d'envoi de la campagne pour les élections générales de février 2023 au Nigeria a été donné avec, sur la ligne de départ, 18 prétendants pour la présidentielle. Golf TV Africa, Imagisson.
Pour l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a retenu 18 candidats. L'ancien gouverneur de Lagos, Ahmed Bola Tinubu du parti présidentiel, le All Progressive Congress, l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP, le principal parti d'opposition, et l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Peter Obi du parti travailliste sont les principaux prétendants. Voici, nous voulons que les gens viennent dire ce qu'ils ont à offrir au pays, qu'ils nous parlent de leurs antécédents. Quand vous aviez occupé des postes avant, qu'avez-vous fait? Et si vous avez cette opportunité, qu'allez-vous faire pour les Nigérians? C'est cela que nous attendons. Nous avions déjà entendu tous leurs messages impossibles qu'ils ont passés jusqu'ici. Maintenant, nous voulons entendre des messages de vérité. Nous voulons entendre ce qu'ils vont faire pour la sécurité, pour nous protéger, l'éducation, la santé et tout le reste. Parce que le Nigeria est vraiment en retard. Les acteurs de la société civile se mobilisent aussi pour sensibiliser les populations et s'assurer du bon déroulement de la campagne. Ce que nous faisons déjà, c'est aider à éduquer les populations sur le rôle qu'elles doivent jouer dans le processus électoral, particulièrement durant cette période électorale. Quel rôle elles doivent jouer? Quels sont les enjeux? La société civile devrait aussi définir un agenda avec les médias. La société civile doit pouvoir suivre de près les promesses de campagne faites par les candidats. La campagne qui s'ouvre ce mercredi se déroulera sous la menace de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, un des sujets les plus débattus. Des centaines de personnes ont été victimes de meurtres de masse, de banditisme, de terrorisme, d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs et d'enlèvements. C'est une préoccupation légitime. Dans mon agence de sécurité, nous avions récemment publié un rapport pour le mois de juillet dans lequel nous avions documenté comment des acteurs non étatiques menacent les activités de la CENI. Donc oui, il existe des menaces pour la tenue des élections de 2023. Pendant les 5 prochains mois, les candidats aux différents postes vont sillonner les 36 États du Nigeria pour tenter de convaincre les électeurs. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. En Tunisie, plus de 200 policiers ont manifesté à Sfax pour défendre leurs droits syndicaux et réclamer la libération de 8 de leurs collègues. Ces derniers ont été arrêtés il y a 5 jours lors d'un autre mouvement de protestation suivi. À l'appel du syndicat national de la sûreté intérieure, des policiers en civil se sont rassemblés au centre de Sfax, la deuxième plus grande ville de Tunisie, pour demander que leurs collègues soient relâchés. Les manifestants ont dénoncé une volonté du ministère de l'Intérieur de les harceler et d'étouffer le droit syndical. Je le dis à tous, les responsables du ministère de l'Intérieur profitent de cette affaire. Le ministère se sert de ses réseaux sociaux afin de salir le travail syndical au sein des institutions sécuritaires. L'exemple frappant est celui de l'image donnée à l'opinion publique et internationale d'agents s'affrontant. C'est ce que le ministère de l'Intérieur veut montrer du paysage syndical. Cette manifestation faisait suite à une autre qui a eu lieu vendredi dernier, au cours de laquelle 8 agents de police ont été arrêtés et placés en détention à Sfax sur ordre d'un tribunal militaire sur l'ensemble du territoire tunisien et refusé d'obtempérer aux ordres d'autres policiers déployés par les autorités pour disperser le mouvement. Après la victoire du oui lors du référendum d'adhésion à la Russie organisé dans 4 régions, Donetsk, Zaporijie, Lugansk et Kherson, les autorités locales ont demandé leur adhésion à la Fédération de Russie. Reportage. À l'issue de ces 5 jours de référendum, les résultats définitifs sont sans appel. Que ce soit dans les régions de Zaporijie, Kherson, Lugansk ou encore Donetsk, la population s'est largement prononcée en faveur de l'adhésion à la Fédération de Russie, ce dont se félicitent les autorités locales. Le référendum a eu lieu. Le chemin a été long pour en arriver là. Et voilà, le résultat est colossal. Dire qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat serait mentir. Personnellement, je croyais et je crois toujours en le Donbass. Je crois en notre peuple. Nous voulions cela depuis très longtemps. On en rêvait en 2014 et ensuite on écrivait l'histoire. C'est ainsi.
Ce sont en ce moment des jours historiques. On se réunifie avec notre grande patrie, avec la Grande Russie. Maintenant, on peut pousser un soupir de soulagement, prendre du repos pendant une demi-journée et recommencer à créer, à construire, à reconstruire. Mais désormais, on ne le fera pas tout seul. Nos frères et nos amis sont avec nous. La réaction de Kiev ne s'est pas fait attendre. Ce matin, au premier jour post-référendum, le centre-ville de Donetsk a de nouveau été la cible de bombardements. Et le président ukrainien a vivement contesté la tenue, mais aussi les résultats de ce référendum. Sous les yeux du monde entier, la Russie organise une véritable farce appelée référendum sur le territoire occupé de l'Ukraine. Les gens sont forcés de remplir des papiers devant les caméras de télévision sous la menace des mitrailleuses. Les chiffres des prétendus résultats du pseudo-référendum ont été tirés au sort à l'avance. En raison des risques de bombardement, la sécurité de ce scrutin a été placée au cœur des préoccupations de la commission électorale. C'est la raison pour laquelle les bureaux de vote n'ont ouvert que le dernier des 5 jours de ce référendum. Oui, les 4 premiers jours, on a travaillé sur les territoires adjacents aux immeubles. On se rendait chez les habitants en faisant du porte-à-porte. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et on se trouve dans un bureau de vote. Vous savez, c'est en même temps bien. Et bon, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Au moins parce qu'il y a ici un abri où on peut se cacher en cas d'alerte. Donc s'il y a des provocations de la part de l'Ukraine, nous pouvons évacuer rapidement nos employés et les habitants. Parce que la chose la plus précieuse, c'est la vie de nos concitoyens. Et tout au long de ce scrutin, la bonne humeur mais aussi l'espoir étaient de mise. Nous avons attendu ce moment depuis longtemps. Nous sommes passés par beaucoup de choses. Je suis moi-même habitante d'une zone près du front. C'était la douleur, les larmes, la peur tous les jours. Pour nous, pour tous les habitants de la République, et c'est une énorme fête. En premier lieu, j'attends la paix, que Donetsk revienne enfin à sa vie heureuse d'avant. C'est une énorme ville avec une gloire minière. Nous avons attendu cela pendant 8 ans, sous les bombardements constants. Nos enfants n'ont pas eu une vie normale. Maintenant, on espère qu'on vivra. On vivra. À noter également la présence d'une centaine d'observateurs indépendants issus de 40 pays qui ont sillonné les 4 régions concernées par ce vote afin de surveiller et documenter la bonne tenue du scrutin. À travers les observations visuelles et en me déplaçant depuis 2 jours maintenant, j'ai pu observer que la majorité, l'immense majorité des personnes que j'ai vues dans ces régions sont favorables au rattachement à la mère patrie, la Russie. Donc quand on voit un tel mouvement populaire, je pense qu'il faut que les puissances occidentales reconnaissent cette opinion publique majoritaire et qu'elles reconnaissent que ces régions souhaitent être rattachées à la Russie. Déjà, je me présente, je suis M. Télou Yacine du Togo. Et nous sommes là pour observer ce référendum, dans un premier temps, pour voir ce qui se passe en réalité ici. Parce que depuis tout ce temps, les informations que nous avons eues, nous les avons eues par les médias. Aujourd'hui, nous sommes ici, voir ce qui se passe en réalité et dans un deuxième temps, voir comment se passe le scrutin. Et déjà, nous avons vu qu'au niveau de la population, ils sont un peu enthousiastes. Pour tout ce que nous avons vu, ils sont contents de le faire. Nous avons posé des questions à certaines personnes et pour le moment, nous n'avons vu personne qui a dit qu'il est contre ce référendum. Donc, pour le moment, c'est comme s'ils veulent changer quelque chose. Nous sommes là pour observer et que si c'est le oui, que ce soit le oui, si c'est le non, que ce soit le non. La population de ces 4 régions a donc choisi l'adhésion à la Fédération de Russie. Il reste désormais à Moscou à valider, à entériner cette décision. Le président russe devrait d'ailleurs s'exprimer publiquement sur le sujet ces tout prochains jours. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancien chef de l'État, Luiz Inácio Lula da Silva, nous sommes au Brésil, est en avance dans les sondages. Selon une enquête Genial Quest, il est crédité de 46% des intentions de vote au premier tour contre 33% pour Jair Bolsonaro, le président sortant. On fait le point. Un ultime débat qui pourrait faire pencher la balance. Si le candidat de la gauche et ancien chef de l'État, Lula da Silva, bénéficie d'une avance confortable sur son rival sortant dans les enquêtes d'opinion, les indécis arrivent en 4e position du sondage Genial Quest
juste derrière le candidat travailliste, Ciro Gomes, crédité de 6%. Représentant 5% des voix, la part des indécis pourrait bien décider du sort du scrutin dès le premier tour si ces derniers venaient à se rallier à l'ancien président de gauche. Avec 33 millions de Brésiliens souffrant de la faim, les problématiques économiques et sociales sont au cœur de la campagne. Dans son programme, Lula veut permettre aux plus pauvres de bénéficier d'allocations, tandis que Jair Bolsonaro veut poursuivre sa politique de privatisation des entreprises publiques. Le président sortant souhaite aussi alléger les impôts et bénéficie pour cela du soutien d'une partie du patronat, deux visions radicalement opposées entre lesquelles vont devoir choisir les Brésiliens. Dans cette favela de Rio de Janeiro, les habitants sont partagés. Parmi eux, une mère de 4 enfants qui verrait d'un bon œil un retour de Lula au pouvoir, tandis qu'un autre, leader communautaire et activiste, soutient les valeurs prônées par le président sortant Jair Bolsonaro. Bolsonaro n'a rien fait pour moi, au contraire. Il a rendu la situation plus compliquée pour les personnes à faible revenu. Il n'a pas amélioré les choses. Même si les gens disent que Lula est un voleur, à son époque au moins nous pouvions acheter une meilleure télévision. Les pauvres pouvaient acheter une voiture et la financer. L'éducation était un peu meilleure, il donnait quelques avantages. Bolsonaro ne donne qu'aux riches. Bolsonaro, quelles que soient ses faiblesses, défend la famille. Et aujourd'hui, c'est un sujet très important qui est débattu au gouvernement. Je crois vraiment aux valeurs conservatrices familiales. Sa gestion de la crise du Covid-19 pourrait également s'inviter dans le vote de dimanche. Son mea culpa, concédé le 13 septembre dernier, pèse peu en regard du bilan désastreux du Brésil, deuxième pays au monde le plus endeuillé par le virus, avec plus de 680 000 morts. Des propos qui n'ont pas convaincu Antonio, ancien soutien de Jair Bolsonaro, qui votera Lula da Silva ce dimanche. Ce qui m'a le plus énervé, c'est que quand la pandémie est arrivée, le gars, je ne sais pas, on aurait dit qu'il prenait ça à la rigolade. Des enfants qui meurent, des femmes qui perdent leur mari, des hommes qui perdent leur femme, ils s'en fichaient totalement. Hier, Jair Bolsonaro tenait son dernier meeting à Santos, dans le sud du pays. Une ultime mobilisation, 48 heures après celle de Lula. Dans les rangs du président sortant, on estime que la victoire ne fait aucun doute et sera prononcée dès dimanche. Cette saison, LeBron James devrait parvenir à battre le record de points marqués en NBA détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Sauf blessure, il devrait le faire tomber en début de l'année prochaine. Mais il assure ne pas l'avoir en tête. Suivez. Face aux caméras et appareils photo, LeBron James pose pour la nouvelle saison 2022-2023 avec une éventualité, battre le record de points en NBA détenu par la légende Kareem Abdul-Jabbar, 38 387 points. LeBron James aborde la saison avec 1325 points de retard sur ce record absolu. Au rythme qui est le sien, sauf éloignement des parquets, il devrait le faire tomber en début d'année prochaine, mais assure ne pas l'avoir en tête. Savoir que je suis sur le point de battre le record le plus convoité de la NBA, qui pour certains ne pourrait jamais être battu, c'est une grande leçon d'humilité pour moi et c'est super cool. James, qui n'a joué que 56 fois sur 82 matchs possibles, lors du précédent exercice a néanmoins été performant, tournant à des moyennes de 30,3 points, 8,2 rebonds et 6,2 passes décisives par match. Pour rattraper Jabbar, mais aussi réussir collectivement la saison, LeBron et son coach en sont conscients. Il ne faut pas trop épuiser les cadres pour éviter les blessures. Je n'ai pas besoin que LeBron ou Anthony Davis jouent autant qu'en play-off dès octobre, novembre ou décembre. Une fois qu'on aura établi notre rotation, on pourra chercher différentes façons de minimiser la charge de travail sur leur corps autant que possible et faire attention à la durée des entraînements ou au calendrier des matchs. LeBron James, qui a signé le mois dernier une prolongation de contrat de 2 ans avec les Lakers, a réaffirmé son attachement à la franchise californienne qu'il a rejointe en 2018 et conduite au titre en 2020. Il brûle d'impatience de débuter la nouvelle saison le 18 octobre avec un déplacement à San Francisco
chez les Golden State Warriors, champions en titre. Lors de la conférence de presse de mercredi, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme a présenté les réalisations de la mise en œuvre du plan quinquennal du gouvernement sur le développement rural. Hu Qiao, directeur général du département de l'économie rurale, a déclaré que le plan de revitalisation rurale est une ligne directrice aidant à mettre en place une gouvernance efficace et se concentrant sur la perspective des industries locales, du cadre de vie et de la culture. On fait le point. De l'économie rurale a déclaré que le plan de revitalisation rurale est une ligne directrice aidant à mettre en place une gouvernance efficace et se concentre sur la perspective des industries rurales, du cadre de vie et de la culture. Il a poursuivi en disant qu'au cours des 5 dernières années, la production céréalière de la Chine est restée stable à plus de 65 millions de tonnes par an. Plus de 72% des travaux agricoles tels que la culture et la récolte sont désormais entièrement automatisés. Le niveau d'agriculture respectueuse de l'environnement s'est considérablement amélioré. Plus de 70% des zones rurales ont dorénavant accès à des toilettes. De 2017 à 2021, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux a augmenté de 28,9% et que l'écart de revenus entre les résidents urbains et ruraux continue de se réduire. Le ministère chinois du Commerce a indiqué que le commerce extérieur de la Chine réaliserait une croissance positive au deuxième semestre, malgré un ralentissement de la demande extérieure. Reportage. Forte résilience et vitalité, c'est la manière dont le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen, a décrit la performance du commerce extérieur de la Chine au cours de ces derniers mois lors d'une conférence de presse mardi. L'an dernier, le Conseil des affaires d'État a accordé une grande importance pour promouvoir le commerce extérieur. Le commerce extérieur de la Chine dans les produits a augmenté de 10,1% en glissement annuel à environ 3 950 milliards de dollars durant les 8 premiers mois de 2022. Mais Wang Shouwen a également noté que le taux de croissance en août était plus lent que la croissance en glissement annuel de 16,6% en juillet, attribuant la baisse à la base élevée de l'an dernier et à un affaiblissement de la demande mondiale. L'officiel reste optimiste quant à la perspective de croissance du commerce du pays au cours du deuxième semestre de l'année, ajoutant que les accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux comme le Partenariat économique régional global, le RCEP, seront des outils pratiques pour que la Chine mette la croissance du commerce extérieur sur une voie plus ferme. Les données du commerce pour août montrent que l'affaiblissement de la demande extérieure reste la plus grande incertitude pour le commerce extérieur de la Chine, car les croissances économiques de l'Europe et des États-Unis ont ralenti et les commandes pour les entreprises chinoises ont baissé. Cependant, de janvier à août, le volume commercial entre la Chine et l'ASEAN a augmenté de 13,3% en glissement annuel, tandis que le commerce entre la Chine et les autres membres du RCEP a augmenté de 7,5% par rapport à 2021. Donc, malgré les défis causés par les incertitudes du marché mondial, nous sommes confiants sur le fait que le commerce de la Chine parvienne à une croissance positive durant la deuxième moitié de cette année. La Tanzanie exhorte ses entreprises locales à coopérer avec les fabricants chinois. C'est dans la perspective de relancer l'économie du pays. Une exhortation à l'endroit de l'ensemble des acteurs de cette nation. Précision. Un coupé de ruban a marqué le début de cet événement, la semaine du commerce avec la Chine. Plus de 300 produits issus de domaines tels que l'électronique grand public, l'industrie, la médecine, le textile et bien d'autres encore ont été présentés. L'événement vise à faciliter la coopération commerciale entre la Tanzanie et la Chine. Timothy Titus possède une entreprise d'arpentage. Il est venu à l'événement pour chercher un moyen d'améliorer ses outils analogiques avec des alternatives plus numériques. La plupart des entreprises manquent d'informations sur la façon d'obtenir la technologie. Donc je pense qu'avoir ce type d'activité améliorera la situation ou tout du moins mettra ces technologies dans nos mains. Selon les données du Centre pour l'investissement en Tanzanie, le volume du commerce bilatéral Chine-Tanzanie a atteint près de 3,6 milliards de dollars cette année.
enregistrant une augmentation de 31,5% en glissement annuel. Or, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, si les entreprises locales utilisent des événements comme celui-ci pour se développer, la balance commerciale entre les deux pays sera plus équilibrée. Plutôt que d'exporter des matières premières, nous allons maintenant commencer à exporter des produits finis, comme nous en importons de Chine et d'autres pays. L'événement est organisé par le Conseil chinois de promotion du commerce international et le MIE basé à Dubaï et se classe comme la 6e plateforme panafricaine B2B mondiale. Cet événement commercial ne ressemble à aucun autre en Tanzanie. Il est qualifié d'hybride parce qu'il fait appel à la vidéoconférence pour mettre en relation directe les fabricants des différentes villes chinoises avec les acheteurs et les parties intéressées ici à Dar es Salaam. La semaine du commerce avec la Chine s'est tenue avec succès au Kenya, en Éthiopie, au Ghana, au Maroc et en Afrique du Sud. L'homme d'affaires Lee David explique que la Tanzanie est l'un des marchés les plus forts pour les entreprises chinoises. C'est une bonne chance que nous avons ici. Nous restons ici et nous rencontrons nos clients. Mais dans le futur, si nous obtenons davantage de marchés, nous pensons investir dans une usine ici. Le gouvernement espère que les partenariats forgés dans les événements tels que celui-ci pourront créer une situation gagnant-gagnant à la fois pour les entreprises locales et pour les entreprises chinoises. Et à travers cela, mener à une amélioration des niveaux de vie et du développement économique de la Tanzanie. 3 roquettes sont tombées hier sur la zone verte dans la capitale irakienne, faisant 7 blessés parmi les forces de l'ordre. C'est selon un communiqué des services de sécurité. Une roquette est tombée devant le bâtiment du Parlement, précise le communiqué d'une cellule conjointe des forces de sécurité. Le Parlement tenait alors une séance durant laquelle 222 députés sur les 235 réunis ont voté contre la démission du président du Parlement, influent Mohamed Al-Abdoussi. Suivez. La colère ne redescend pas à Bagdad. 3 roquettes ont été tirées hier à proximité du Parlement. Le bilan, 7 blessés parmi les forces de l'ordre, selon un communiqué des services de sécurité. Aucune information n'a pour l'instant été donnée concernant les auteurs des tirs. De son côté, le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi a appelé une nouvelle fois au dialogue. Fragilisé depuis des mois, il estime que la situation sécuritaire actuelle est le reflet de la situation politique. Des tirs de roquettes qui ont eu lieu alors même que des centaines d'Irakiens manifestaient et se dirigeaient vers la zone verte. Les militants protestaient contre la séance du Parlement qui se tenait ce mercredi, la première en 2 mois, alors que le pays connaît une grave crise politique depuis près d'1 an. C'est un avertissement à la zone verte, à tous les partis, à Nouri al-Maliki, à Al-Boussi, à toutes les parties. C'est un avertissement à l'Iran. Nous nous retrouverons le 1er octobre. La séance d'aujourd'hui ne représente pas le peuple irakien. Ils ne sont que des remplaçants. Ils n'ont pas vraiment gagné les élections. Ce n'est pas du football pour qu'ils se qualifient à leur place. Lors de cette manifestation, une centaine de membres des forces de l'ordre et 11 civils ont été blessés selon les autorités. Les affrontements ont eu lieu près de la place Tahrir et du pont de la République qui mène à la zone verte. Depuis les élections législatives d'octobre 2021, l'Irak est dans une impasse politique. Le parti de Moqtada Sadr, chef religieux chiite, n'a pas remporté assez de sièges au Parlement pour former un nouveau gouvernement. Le leader refuse une coalition avec le parti rival chiite de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki. Après plusieurs mois de lutte intestine, Moqtada Sadr annonce le 29 août dernier son retrait de la vie politique, ce qui déclenche la fureur de ses fidèles. Il manifeste le jour même dans les rues jusqu'à l'embrasement. Plus de 30 partisans sadristes trouvent la mort. Moqtada Sadr appelle alors ses fidèles à rentrer chez eux. Je présente mes excuses au peuple irakien, seul affecté par les événements. Je continue de croire que le parti est discipliné et obéissant. C'est pourquoi si dans les 60 minutes, vous ne vous retirez pas, et même du sit-in à l'extérieur du Parlement, je vous désavouerai et je désavouerai également mon parti. Un retour au calme, interrompu par les violentes manifestations d'hier. Pour rappel, lors de cette séance, les députés ont voté ce mercredi contre la démission du président du Parlement, Mohamed Al-Boussi, prolongeant encore un peu plus la crise politique qui frappe le pays.
Des fuites ont été constatées sur les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large de Danemark et de la Suède. Des sources dans la presse allemande évoquent une possible attaque ciblée. Le Kremlin n'exclut aucune hypothèse. Suivez. Nord Stream 2, puis Nord Stream 1. En quelques heures, les deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne ont fait l'objet de fuites en mer Baltique. Au centre de toutes les attentions en raison du conflit en Ukraine, les deux pipelines exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom, bien qu'inexploités en raison des sanctions, étaient remplis de gaz. De quoi susciter la plus vive inquiétude du Kremlin. Des informations nous ont été communiquées hier par Gazprom et par l'opérateur. Ce sont des nouvelles très alarmantes. Il s'agit d'une sorte de dommage dans le tube. On ne sait pas encore de quelle nature. Dans la zone économique danoise, et la pression a effectivement chuté considérablement. C'est une situation sans précédent qui nécessite une procédure d'urgence. Nous sommes extrêmement préoccupés par ces nouvelles. Aucune version ne peut être exclue à l'heure actuelle. De toute évidence, il y a une sorte d'endommagement du tube. Et quant à la cause avant la publication des résultats de l'analyse, on ne peut rien exclure. Il s'agit d'une question liée à la sécurité énergétique d'un continent tout entier. Aucune hypothèse n'est pour le moment écartée, notamment celle d'un sabotage. L'exploitant des pipelines indique pour l'heure ne pas avoir pu voir ni évaluer les dégâts, mais a reconnu le caractère exceptionnel de la situation. De leur côté, la Norvège, le Danemark et la Pologne ont déjà écarté une piste accidentelle. L'Institut sismique suédois ayant même signalé ce mardi après-midi 2 explosions avant les fuites. Aujourd'hui, nous avons eu affaire à un acte de sabotage. Nous ne connaissons pas encore les détails de ce qui s'est passé, mais nous pouvons clairement voir qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Un acte qui marque probablement la prochaine étape dans l'escalade de la situation à laquelle nous sommes confrontés en Ukraine. Les événements très préoccupants d'hier avec les fuites de Nord Stream 1 et 2 soulignent l'urgence d'accroître notre sécurité énergétique en Europe. Il est inhabituel d'avoir 3 fuites à distance les unes des autres. Par conséquent, il est difficile d'imaginer que c'est accidentel. Malgré l'incertitude sur la cause de ces fuites, le Danemark a immédiatement placé en état d'alerte orange ses infrastructures énergétiques, le 2e niveau de vigilance le plus élevé. Dans le même temps, Oslo, Copenhague et Varsovie ont inauguré un gazoduc stratégique baptisé Baltic Pipe, reliant la Norvège à la Pologne via le Danemark. Ensemble, ils ont vanté un nouvel instrument d'indépendance et de puissance pour l'Europe. La compagnie norvégienne Equinor a annoncé vendredi dernier avoir conclu un accord de 10 ans pour vendre du gaz naturel aux Polonais PGNiG. Les premières livraisons de ce nouveau pipeline doivent, elles, débuter dès le 1er octobre prochain. Des milliers de Russes tentent de fuir leur pays pour échapper à la mobilisation décrétée il y a une semaine par le président Poutine. Après cette annonce, le prix des vols au départ de Moscou s'est envolé et ceux vers Israël, la Turquie et l'Arménie ont été pris d'assaut. Suivi. Aux frontières est, sud et ouest de la Russie, des milliers d'hommes russes tentent d'échapper au recrutement dans l'armée. Un jour seulement après l'annonce du président Poutine, des files de voitures s'étendaient sur plusieurs kilomètres au point de passage des Zemolarsi en Géorgie. Des scènes similaires se sont produites aux frontières du Kazakhstan et de la Mongolie. Le trafic a plus que doublé à la frontière entre la Russie et la Finlande. Parmi les personnes ayant fui la Russie, il y a Nikita, 34 ans. Oui, j'ai peur. Why are you afraid? Parce que c'est une très grosse erreur pour la Russie, pour l'Europe et bien sûr pour les citoyens ukrainiens. L'Allemagne devrait offrir une protection au cas par cas aux Russes fuyant cette mobilisation. Mais plusieurs autres pays européens restreignent l'entrée sur leur territoire. Alex, un citoyen russe, s'est envolé pour Istanbul afin d'échapper au rappel des troupes. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation. Et j'ai le sentiment que peu de Russes veulent se battre et veulent être mobilisés et s'engager dans l'armée. Pas moins de 300 000 réservistes sont concernés par cette mobilisation selon Moscou. Des civils sans aucune expérience ou formation militaire
ont également reçu des documents de recrutement dans l'armée. Ils doivent maintenant se tourner vers quelque chose de très impopulaire et qu'ils ont essayé d'éviter et de retarder la mobilisation officielle de la population civile. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes seront effectivement appelées et sur quelle période. Il n'y a pas non plus de fin claire à cela. Beaucoup sont amenés depuis des régions reculées de Russie. Je ne m'y attendais pas. Je suis allé au jardin d'enfants avec ma fille et ils m'ont donné le document des recrutements dans la rue. Je suis venu ici tout de suite. Je vais bien et je reste calme. Je ne serai pas absent longtemps, j'espère. Des protestations contre la mobilisation ont éclaté dans les villes de Russie. Plus de 1000 manifestants ont été arrêtés. Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Tout à l'heure, à partir de 20h30, vous pourrez suivre à nouveau la diffusion du message du Premier ministre par intérim malien à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. À partir de 21h, retrouvez pour ou contre, et qui statue ce soir sur le projet de loi transmis par le Conseil des ministres à l'Assemblée nationale et qui à terme devra donner des pouvoirs exceptionnels au président de la République pour la suspension de l'exécution de certaines peines. Mesdames, Messieurs, à 22h, retrouvez Spiro Aoussinou pour l'édition de la nuit. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.